Professeur en études africaines à l'Université de Duke, l'un des grands spécialistes de l'Afrique et des relations notamment avec la France, Stephen Smith. C'est un plaisir de vous accueillir, Stephen. Requiem pour la coloniale, Afrique, conquête et retraite de l'armée française est publié aux éditions Grasset. C'est un livre qui raconte l'histoire. On a presque envie de dire entre nostalgie et évidemment aussi dénonciation. La relation entre la France et l'Afrique a toujours été épidermique. Oui, certes, la découverte pour nous a été au fil des retraites de l'armée française, d'abord de la Centrafrique, ensuite Mali, Niger, Burkina Faso, que finalement cette actualité syncopée, on découvre à travers cela que la France, et si on veut la France-Afrique, au cœur de cette France-Afrique est l'armée. Elle est la première à aller en Afrique pour la conquête et elle est la dernière à partir. Et donc nous avons pris l'armée française comme fil conducteur et on s'aperçoit avec France Fanon qui avait dit le colonialisme français, c'est la force militaire. Ça nous a paru au départ un peu un raccourci. Il y a beaucoup d'autres choses, l'école William Ponty, la mission civilisatrice entre guillemets. Et on s'aperçoit que véritablement, au cœur du colonialisme français, il y a l'armée française, je prends pour l'Afrique de l'Ouest. Au début, c'est la conquête, bien sûr, mais l'administration militaire reste en place, c'est les cercles militaires, et c'est finalement seulement après la Deuxième Guerre mondiale que véritablement l'administration civile prend le dessus, oui, finalement, pour décoloniser pendant 15 ans. Et donc, auparavant, c'est vraiment la primauté du militaire. Et donc, on s'est dit, bon, on va regarder ce que c'est au cœur du colonialisme français, l'armée, et il y a les rutilances peut-être avec les capitaines moustiques, la médecine tropicale, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'ombre. On a essayé de raconter ça. Oui, écrit avec Jean de la Guérivière. Et alors, on va parler justement de savoir est-ce que la France-Afrique existe encore? Est-ce que c'est encore une réalité? Et que fait la France aujourd'hui, encore aujourd'hui en Afrique? Mais simplement dire, quand je parlais de nostalgie, c'est qu'il y avait, notamment à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une autre forme de relation des armées françaises en Afrique. Oui, nostalgie, c'est très ambigu parce qu'au propre, ça veut dire le retour en douleur. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est à la fois une nostalgie, on aimerait revenir en arrière à quelques jours de l'élection américaine, Make America Great Again. Donc c'est l'idée comme si on pouvait revenir vers la plus grande France, l'expression à l'époque pour la France métropolitaine avec ses colonies. Mais je pense que ça s'est vraiment perdu, c'est plus un retour en douleur. On s'aperçoit des différents croisement où on a pris la mauvaise direction. Et par exemple, au moment de la décolonisation, dans un contexte de la guerre froide, l'idée de rester et de ne pas partir au moment où il aurait fallu laisser la relève, rester là un peu pour l'Occident pour garder contre le communisme l'Afrique francophone et en même temps rester dans ce tête-à-tête franco-africain, ça a finalement abouti à un délit d'initié permanent. Tout s'est mélangé. La France était à la fois avec ses bases là comme puissance étrangère, mais elle était aussi à l'intérieur des armées africaines comme coopérant, elle était dans l'appareil des États, et donc la France parlait à la France d'une certaine façon. Ça, c'est pas une bonne relation, puisque aucune autonomie ne peut se créer dans cette situation. Ça veut dire que la France est restée trop longtemps en Afrique ? Certainement, mais c'est une entreprise, c'est là où je pense qu'on voit les choses différemment. Je pense que la France-Afrique n'est pas seulement une entreprise française, c'est véritablement un projet politique franco-africain. Les Africains avaient une pensée politique aussi, ils trouvaient leur compte dans cette relation. Donc aujourd'hui, on a un peu l'impression comme si c'était unilatéral. La France l'a voulu, les États africains l'ont voulu, parfois on les a un peu forcés, c'est vrai, mais Houphouët-Boigny, Senghor, ce n'est pas des personnes comme Mani, c'est pas des marionnettes, c'était véritablement des gens qui estimaient que, compte tenu de la faiblesse de leurs États, Houphouët disait l'assiette de l'indépendance est vide, il faut donc qu'on ait quelque chose à distribuer, qui peut nous aider pour développer nos pays, on reste avec le colonisateur qu'on connaît, donc on connaît les méfaits, mais en même temps, on peut travailler ensemble seulement à un moment donné, à la fin de la guerre froide ou plus tard, 30 ans de réalité post-coloniale où l'indépendance africaine était quand même limitée, la France aurait dû se rendre compte que la condition géopolitique pour sa présence en Afrique était épuisée et qu'il fallait partir, qu'il fallait... Et vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, on parle de fermer des bases militaires, mais on va les laisser ouvertes ou laisser la base de N'Djamena ouverte. Chaque fois qu'il y a une opportunité pour s'accrocher, on s'est accroché. Une idée plus tactique, jamais stratégique. Qu'est-ce qui est dans notre intérêt à long terme? Si on peut encore un peu rester, on reste. Et à force de faire de tels compromis, on s'est compromis.
Oui, ça veut dire quoi? La Centrafrique en 2015, le Mali en 2022, le Burkina et le Niger en 2023. L'armée française a quitté l'Afrique. On peut même le dire, elle a été mise dehors. Justement, elle a attendu jusqu'à ce qu'elle soit mise dehors et maintenant elle prend un tout petit peu en compte la réalité et donc on va transformer les bases, les co-gérer au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Mais là où on peut encore rester avec 1000 soldats, au Tchad ou à Djibouti qui rayonne un peu sur la péninsule arabique, mais là on s'accroche et on reste. Et ça, à force de s'accrocher, à ne pas avoir une politique qui voit un peu plus loin que le lendemain, la France est mise dans une situation où elle se fait constamment pousser dehors. Oui, c'est l'échec d'Emmanuel Macron, du président de la République? Non, c'est une succession d'échecs. Je pense que la politique d'Emmanuel Macron n'a pas été bonne en Afrique. D'ailleurs, son alliance stratégique est avec le Rwanda, qui était une dictature, mais à force de regarder en arrière, en France, on s'aperçoit à peu près pas de l'actualité. L'actualité est là. Cette politique a été mauvaise, mais les décisions ont été prises au lendemain de la fin de la guerre froide, donc dans les années 90. Au début des années 90, il y a eu la tragédie rwandaise. Donc ça remonte très loin et c'est beaucoup plus grand que son bilan. Oui, mais aujourd'hui, les Africains ne veulent plus de la France. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça comme ça. Si vous voyagez en Afrique francophone, on fait la distinction entre vous êtes français, il y a du ressentiment, mais c'est la France officielle ou ce que les gens perçoivent maintenant comme la France-Afrique, qui est un peu le nom péjoratif pour cette association postcoloniale France-Afrique. Il y a un ressentiment, mais ce n'est pas une hostilité envers les Français. Les Français qui vivent en Afrique sont acceptés, mais on voudrait que ça s'inscrit dans un autre cadre. Et par moments, il y a des excès, même dans la vie quotidienne, vous pouvez être arrêté et insulté uniquement parce qu'on vous prend pour un Français ou parce que vous êtes Français. Ça, c'est une réalité aussi. Elle a tardé à être perçue à Paris. J'ai eu beaucoup de conversations avec des gens qui ne voulaient pas le croire, qui croyaient d'une certaine façon que extérieur américain, j'exagérais un peu. Et on a toujours eu un temps de retard à s'apercevoir de ce ressentiment qui montait face à quelqu'un qui s'est trop mêlé des affaires africaines. On peut être en Afrique, mais on ne peut pas agir pour l'Afrique. Les Africains s'en occupent très bien. Oui, mais est-ce qu'au fond, les dictateurs africains ne se servaient pas de la France comme une forme d'assurance vie pour rester au pouvoir? Certainement. Aujourd'hui, la France n'assure plus. Mais c'est de bonne guerre, puisque la France se servait d'eux. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que la demande n'est pas devenue meilleure. On demande toujours une assurance vie pour les dictateurs, et ils la trouvent auprès de Wagner ou ce qui s'appelle maintenant l'Afrikacor de Poutine. Donc finalement, on peut aussi être un peu critique à l'égard des Africains. L'offre de la France, appui à la capacité institutionnelle, tous ces termes qu'on a inventés, il n'y avait pas preneur. Ce que les dictateurs veulent, c'est une garde qui les préserve au pouvoir avec une exploitation des richesses minières. Heureusement que la France ne fait plus ce travail. Parfois, je m'étonne de la nostalgie aussi dans la presse. D'une certaine façon, on s'afflige de la diminution de l'influence française, alors qu'on devrait se dire, si c'est pour faire ce travail-là que fait aujourd'hui l'Afrikacor de Poutine, heureusement qu'on ne le fait plus. Oui, ça veut dire qu'au fond, la France-Afrique est morte. Elle est morte depuis le milieu des années 90. Je regrette beaucoup qu'elle préoccupe tant le discours entre la France et le discours, la conscience de la relation franco-africaine, puisque tout est aperçu dans le rétroviseur. L'Afrique d'actualité, la situation d'aujourd'hui, elle n'est pas prise en compte parce qu'on ne cesse d'être dans une sorte de frénésie expiatoire sur un passé qui est longtemps parti. Mais quand un livre comme celui de Robert Bourgi sort, on s'aperçoit de toutes les magouilles, comme on dit fréquemment, qui ont eu lieu dans le passé, on s'en repaît et on perd de vue l'Afrique d'aujourd'hui, la jeune Afrique qui est à nos portes, que nous n'apercevons qu'à travers les enjeux migratoires, mais pas du tout dans leur réalité politique. Et donc ça, c'est aussi un déficit d'attention à l'actualité africaine, puisque nous sommes préoccupés à digérer notre passé. Sans y changer quelque chose, bien sûr. Vous diriez qu'il y a aujourd'hui des Robert Bourgi russes ou chinois, et qu'en fait, peut-être une Russie-Afrique ou une Chine-Afrique a remplacé la France-Afrique? Oui, on peut dire ça. La Chine-Afrique a copié beaucoup de modes opératoires de la France-Afrique, par exemple les grands-messes, les prêts concessionnels, mais elle a eu la sagesse de ne pas se mêler des affaires militaires et de ne pas avoir une mission civilisatrice. C'est-à-dire, du point de vue africain, on perçoit beaucoup plus
plus facilement les intérêts, j'ai failli dire nus, des Chinois et des Russes, qui sont très clairs, et on peut composer avec ça. On peut se dire j'accepte ou je n'accepte pas. La difficulté dans la relation française, c'est que la France veut apprendre aux Africains comment il faut mieux vivre. Et ça, c'est très dangereux et c'est très mal ressenti. C'est l'arrogance civilisatrice. C'est quoi? J'hésite à dire... Y compris d'ailleurs des conseils en démocratie. Dès que vous êtes en situation dominante, vous êtes arrogant, que vous soyez français, américain ou autre chose. Donc la France, aujourd'hui, elle n'est plus en situation dominante. Pensez, la France, c'était 40 millions d'habitants en 1960, au moment des indépendances, et ses 14 anciennes colonies, c'était 41 millions. Aujourd'hui, face aux 68 millions de Français, vous avez 380 millions de francophones en Afrique. Comment la France peut penser un instant avec les problèmes qu'elle a elle-même, avec son éducation, avec son système de santé, qu'elle pourrait changer le cours de l'histoire, selon la formule convenue, changer le cours de l'histoire au sud du Sahara. La disproportion est totale. Peut-être l'Afrique subsaharienne est aujourd'hui à l'échelle de la Chine, mais elle n'est certainement plus à l'échelle de la France. Donc la France doit se trouver une tâche en Afrique ou des intérêts en Afrique qui doivent être ses intérêts et à la hauteur de ses potentialités. Oui. Le sommet n'a pas été atteint lorsque Nicolas Sarkozy a dit à Dakar que l'homme africain était passé à côté de l'histoire. Ça, c'était lamentable. Ça a encore retardé la prise de conscience de l'actualité, puisque c'était un passéisme et une insulte que l'Afrique a rejetée comme insulte. Comment peut-on dire que l'Afrique n'est pas dans l'histoire? L'histoire africaine, elle est là. L'Afrique a changé. Depuis que je vais en Afrique, elle a tellement changé que je perds haleine à lui courir après. Donc, c'était une sottise. Mais cette sottise a finalement fait débat, et les débats ont occupé l'espace public qui aura pu être consacré à un vrai échange sur l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, alors évidemment, Russie, Chine, mais la Russie et la Chine ont des buts différents. Est-ce qu'on peut dire que la Russie cherche un plan politique aussi d'isoler l'Occident à travers sa présence en Afrique? Je pense qu'il y a de grandes différences entre la Chine et la Russie. La Russie a une politique opportuniste. Elle veut affaiblir par 1000 blessures l'Occident, donc elle va dans le dos de l'Occident en périphérie pour blesser. La Chine a une vraie politique à long terme de présence en Afrique. Il y a plus d'1 million de Chinois sur le continent et une vraie politique à long terme qui n'est pas opportuniste, qui accepte de miser sur le long terme. Et donc, je pense que les deux politiques sont difficiles à comparer. Cela dit, la Russie a gagné de l'influence parce qu'il y a toujours, malheureusement, une gouvernance en Afrique qui est loin d'être démocratique. Et donc, en s'alliant avec les gens au pouvoir, qui sont rarement des démocrates, elle a trouvé une porte d'entrée. Et le reste, c'est l'exploitation, comme les compagnies à charte. On prend des ressources naturelles, on en vit d'une certaine façon, on vit sur le pays, comme au début de la colonisation. Au fond, ce qu'avait fait la France. Oui, en Afrique équatoriale, longtemps, il y a eu des compagnies à charte, et réellement, il y a eu par la suite des grands groupes industriels pétroliers ou pour l'uranium qui ont vécu avec et sur l'Afrique, peut-être pas aussi crûment que les mercenaires le font aujourd'hui, mais ce qui est affligeant et que j'essaie aussi de faire passer, c'est de se dire 60 ans sont passés et on vit en fait une situation qui s'est empirée du point de vue africain parce que c'est encore plus léonin aujourd'hui que ce ne l'était dans le passé. Et en France, on passe son temps à se battre la coulpe sur un passé qui, certes, mérite d'être critiqué, sans véritablement se rendre compte que le miroir, l'Afrique en face, n'a pas été bien perçu non plus et qu'il y a des réalités affligeantes en Afrique dont la communauté internationale devrait s'occuper pour ne pas laisser la place à, par exemple, la Russie. La présence chinoise, c'est autre chose. La Chine est aujourd'hui l'atelier du monde. Quelle est la place qu'elle occupe aujourd'hui en Afrique? C'est plutôt normal. Son absence était la normalité. Qu'elle soit aujourd'hui très présente en Afrique, ça me paraît tout à fait normal. Oui, il y a la francophonie aussi, qui relie évidemment la France à une partie, à l'Afrique de l'Ouest en particulier. On peut dire que l'immigration aussi est un sujet. Les Africains n'immigrent pas en Russie ou en Chine, ils immigrent en Europe.
Ils vont en Chine, ils vont beaucoup moins en Russie. Le rêve, c'est d'aller en Europe ou, si possible, de plus en plus aux États-Unis. Il y a maintenant une filière qui passe par le Nicaragua. Donc, c'est vrai que l'Occident fait beaucoup plus rêver. Mais vous voyez, la francophonie a souvent été un réseau de prétextes, c'est-à-dire un deuxième réseau diplomatique, réseau d'influence. On dit qu'on s'occupe de la langue, mais avec la langue charrie beaucoup de politique, et une politique très ambiguë. Donc, elle a mauvaise presse, la francophonie, parce qu'elle a été trop instrumentalisée. Sous prétexte de civilisation, on a fait beaucoup de politique, et une politique qui n'était pas affichée comme telle. Si vous dites vos intérêts face à vous, les Africains peuvent se décider si, oui ou non, ils sont preneurs. C'est beaucoup plus net. Mais si vous dites, vous entrez dans la maison sous un prétexte et véritablement votre intention est différente, c'est fatalement mal vécu. Oui, mais la France ne pourra pas se passer de l'Afrique d'une manière ou d'une autre. Mais parfois, je ne comprends pas ce raisonnement. Et il n'est pas question de se passer. Il faut interagir. Il y a des questions qui doivent être abordées des deux côtés. Qu'est-ce qui empêche la France, par exemple, d'aborder la question migratoire à l'intérieur d'un cadre européen? Est-ce que c'est vraiment un avantage de parler entre ex-puissance coloniale et ancienne colonie de la migration? Tout de suite, on va être dans la post-colonialité. Vous êtes venu de force chez nous, maintenant on pousse un peu à votre porte. Mais si vous êtes véritablement une puissance européenne, vous discutez de la migration comme l'Allemagne ou d'autres pays européens, et c'est un cadre donc plutôt favorable. Je ne vois pas très bien pourquoi il faut avoir la main dans la machine africaine pour pouvoir en quelque sorte manipuler les Africains pour régler les problèmes ou les questions qu'il faut régler avec eux. Et il n'y a pas que la migration, mais on peut le faire à partir d'une autre position. Et on pleure la France-Afrique tout en la vouant aux gémonies. Oui. On ne peut pas avoir les deux. Si on est content de se débarrasser de la France-Afrique, si on doit être content que désormais c'est Poutine qui fournit les mercenaires pour les dictateurs, mais le plus grand bien, c'est très bien, c'est du progrès. Alors faisons autre chose que la France-Afrique. Ce serait à mon avis, la conclusion logique. Ça veut dire que l'avenir est dans une nouvelle coopération? Oui. L'Afrique aussi a besoin de la France? Pas plus que ça, parce qu'il y a entre la Turquie et le Brésil, elle est une offre parmi d'autres. Mais les Français connaissent bien l'Afrique, il y a une histoire partagée, une langue partagée. La France aurait son rôle à jouer à la hauteur de sa taille réelle aujourd'hui et sans confondre toujours l'intérêt africain ou prétendre confondre l'intérêt africain avec l'intérêt français. Les Allemands vont en Afrique, ils font les affaires. La France peut aller en Afrique faire des affaires. D'ailleurs, la France, je pense qu'elle est beaucoup mieux vue dans les pays anglophones, lusophones en Afrique, parce qu'elle n'arrive pas avec cette attitude du passé de mieux savoir ce qui convient pour son partenaire en face. Je ne vous parle pas en me mettant à votre place pour poser des questions. Je réponds à vos questions. Pourtant, Emmanuel Macron avait essayé de changer ça. A dit en tous les cas qu'il voulait changer cette forme de relation. Oui, mais c'était de la communication. Il va 3 pas dans une direction et 3 pas dans la direction inverse. Donc il n'y a aucune constance. Et en Afrique, on juge dans la durée. Le fait d'avoir été avec les Africains pendant longtemps, ça vous vaut un crédit d'être écouté. Emmanuel Macron a tout essayé, son contraire en Afrique, décontracté, trop décontracté, à un moment donné sévère, haussons le ton. Il a tout essayé. Il n'a jamais marché. Il n'a jamais fait 10 pas dans la même direction. Je ne pense pas que vous puissiez impressionner ou établir une relation en Afrique avec un comportement politique. Il connaît mal l'Afrique. Je ne sais pas, on peut apprendre l'Afrique. Les Allemands ne connaissent pas historiquement bien l'Afrique, mais ils se mettent à l'écoute, ils défendent leurs intérêts. Je ne pense pas. Il est brillant, à mon avis, en tout cas le président de la République. Il avait tout pour comprendre l'Afrique. Il n'a pas besoin d'être né dedans. C'est même un avantage, d'une certaine façon, de ne pas avoir été dans le système. Mais je pense qu'il n'a pas pris le temps de regarder et de fixer un cap et de le suivre. Il a essayé plusieurs choses. Un sommet avec les jeunes. Vous dites à tous ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas tous des dictateurs, vous dites, vous êtes sans importance. Je parle à votre jeunesse. Sur le continent de la seniorité, où le principe de la seniorité est encore une réalité, c'est-à-dire plus vous êtes avancé dans l'âge, plus vous êtes respecté. Vous organisez, pour faire de la com, il n'y a pas d'autre mot, en Europe, un sommet avec les jeunes qui n'ont pas le même poids en Afrique. Et vous dites à tous ceux qui sont au pouvoir, pour moi, vous ne comptez pas. Alors,
Je ne sais pas, je ne comprends pas la stratégie. Peut-être c'est faute de comprendre un but ultime, mais je n'ai pas eu l'impression que c'était un franc succès. Oui. Le titre du livre, c'est Requiem pour la coloniale, vous mettez entre guillemets. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, la coloniale, oui, mais c'était encore, au fond, une forme de coloniale, cette présence armée française qui a quitté le Burkina, qui a quitté le Niger. On a appelé les troupes de marine, avant que ça soit officiellement la coloniale parce qu'elle a multiplié par 10 l'Empire français à la fin du 19e siècle. Donc déjà, au début de la Troisième République, le public parlait de la coloniale, mais c'est la loi qui seulement, en 1900, a entériné ce terme. On a abandonné ce terme à la veille des indépendances, on comprend bien pourquoi, mais on voit bien que c'est l'arrière-garde de la présence française qui aujourd'hui rentre au pays, un peu la tête basse, il faut le dire. Et donc, nous avons dit il y avait une coloniale avant l'appellation officielle et après, et donc on s'est permis, même entre guillemets, de dire la coloniale, elle existe toujours. Oui, je reprends cette expression, la tête basse. C'est vrai qu'il y a un caractère un peu... Mais l'homme qui a organisé la bataille contre le djihadisme au Sahel, le général Castres, il a parlé d'un piteux retrait. On n'avait absolument pas besoin de constater quoi que ce soit de ce côté-là. Les militaires l'avaient fait. Donc ce retrait est piteux et c'est une fin d'une histoire d'1 siècle et demi qui se termine très mal. Et je pense qu'elle pourrait tourner mieux si on prenait connaissance et conscience du fait qu'1 siècle et demi d'histoire, une époque se ferme et peut-être une nouvelle époque pouvait commencer, et certainement pas avec le débat qui occupe la France depuis 40 ans, qui est la France-Afrique, la France-Afrique. C'est-à-dire il faut tourner, pivoter et regarder en face et devant et non plus en arrière. Merci beaucoup, Stéphane Smith. Écrit avec Jean de la Guérivière, les Requiem pour la coloniale Afrique, conquête et retraite de l'armée française, est publié chez Grasset. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.